Ah tiens, bonjour patriotes, ivoiriennes et ivoiriens, bonjour. Bonsoir aussi. Eh bien, une autre vidéo. On n'arrêtera pas de parler, hein. Tant qu'on aura des problèmes dans nos pays, on n'arrêtera jamais de parler. Oui, jamais. Donc moi, je suis interpellé souvent, c'est vrai. Pour ceux qui m'ont regardé, ils ont dit, mais tu as pris l'initiative de défendre le président Gbagbo, alors qu'est-ce que tu dis au sujet de Makosso qui a agressé comme ça le président Gbagbo? Bon, je dis, bah écoutez, il y a beaucoup qui s'en occupent, hein, et très bien d'ailleurs. Voilà. Makosso comme Quibert, le président de la commission électorale, sont tous des cadres de la rébellion. Alors, ils ne peuvent pas faire un autre travail que ça. Ils ne peuvent pas contredire leur chef, le président Alassane Dramane Ouattara. Voilà, ils sont obligés d'être dans la logique de la rébellion jusqu'au bout. Voilà, ils y sont. Voilà, donc Quibert, on ne doit pas compter tellement sur lui pour être honnête, parfait. Voilà, c'est normal. Il ne faut pas être surpris. C'est la même chose pour Makosso. Voilà. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, la dernière fois, Makosso a fait une grande intervention. Il a dit que il allait être condamné, il allait même mourir s'il ne disait pas une certaine vérité qui était en lui. Voilà, qu'il a mangé la chair humaine, il a bu le sang humain. Alors, la chair humaine de qui? Le sang humain de qui? Bon, personne ne sait aujourd'hui parce que aucun procureur de la République en Côte d'Ivoire ne l'a interpellé pour lui poser des questions. Vous voyez bien. Alors, vous voyez bien que voilà, c'est un cadre de la rébellion. Et tant qu'il sera dans cette rébellion, tout ce qu'il fera ne sera pas sanctionné. Donc voilà, c'est pour Makosso, hein, voilà. Ce qui est sûr, le monde change très vite. Vous-même, vous suivez l'actualité et je vous conseille de la suivre. Hein. Voilà, la guerre partout, Bachar al-Assad en Syrie, voilà, il est tombé. Et pourquoi il est tombé? C'est un grand sujet que je traiterai rapidement pour vous expliquer la stratégie de la Russie dans cette affaire. Alors pour l'instant, le sujet du jour, c'est la faillite économique et politique de la France. Vous voyez, c'est un gros sujet. En France, quand tu es en France et tu abordes des sujets comme ça, la France te regarde et dit, ben, tiens, voici un autre ennemi, voilà, des intérêts de la France qui va parler. Il va critiquer la France, il va condamner la France, etc. Là, c'est une analyse politique. C'est une analyse politique. Et pourquoi la France tomberait en faillite, politiquement et économiquement, pourquoi? Et puis, qui est responsable de cette politique qui conduit la France à la faillite? C'est bon de le savoir. C'est mon analyse. Alors, suivez-moi, je vais vous disséquer cela. Et à la fin, vous verrez bien ce qui se passe en France et pourquoi la France va tomber en faillite de façon irréversible. C'est-à-dire que personne ne pourra rien faire dans la faillite qui s'annonce en France ici. Même si la France faisait appel au docteur PhD, l'homme qui a redressé l'économie du Japon, du Pakistan, de l'Inde, je ne sais plus quoi encore, même s'il était président de la France, ou bien il était appelé au secours, il ne fera rien du tout. Ça, c'est la réalité. Alors, comme d'habitude, là, sur Facebook, j'aurais voulu une connexion. Voilà, juste une connexion. Parce que TikTok, ça part tout de suite, mais Facebook, ça retarde. Bon, je dis merci bien à la personne qui s'est connectée. Je ne sais pas, cette dame qui, je ne vois pas très bien. Bon sang, je vois la photo, une belle dame, des lunettes, mais je ne vois pas le nom, malheureusement. Merci, madame. Voilà, pour cette connexion, ça me rassure. Donc, on va traiter le sujet de la faillite de la France. Voilà, pourquoi la France tomberait en faillite? Ah oui, pourquoi la France tombera en faillite? La France, grande France, c'est une France qui a des ingénieurs, des savants, des gens qui ont inventé pas mal de choses dans le monde, des avions, des centrales nucléaires. La France a des savants qui ont créé des choses pour rendre la France importante dans le monde. Donc, ils existent.
Mais comment ça se fait que cette France-là va tomber en faillite aujourd'hui? Pourquoi elle va tomber en faillite? Et puis, qui est responsable de cette faillite? Il faut qu'on en parle parce que nous autres, nous sommes originaires d'Afrique. Bien que, bien qu'on vive ici en France, on a une double nationalité, mais nous sommes originaires de l'Afrique. Donc, je vais orienter cette intervention vers l'Afrique. Alors, la France, si je parle de France-Afrique, aujourd'hui, comprenez tout de suite que je parle de 14 pays africains. 14 pays africains qui appartenaient au giron de la France. Je dis appartenaient parce qu'il y a 4 qui sont sortis de ces 14 pays-là. C'est la Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, il reste 10 pays hein, dans la France-Afrique aujourd'hui, dirigés par la France. Et je le souligne toujours, le président de la France-Afrique, c'est le président de la France. Depuis que De Gaulle a créé l'accord colonial. C'est comme ça se passe. Donc, la France qui gère autant de pays en Afrique, comment elle pourrait tomber en faillite hein? Voilà, c'est pas un peu mal vu de ma part de tenir ces propos-là, la France en faillite. Hein? Qui croirait à cela? La France tombée en faillite. Alors, ça fait plus de 8 siècles. Hein? Ça fait plus de 8 siècles que la France est en Afrique. 8 siècles. Alors, le commerce des esclaves, hein, ça a duré 4 siècles. 4 siècles, 400 ans. Et après, il y a eu la colonisation qui a fait 350, 360 ans. Enfin, aussi. À cela, on ajoute hein, ce qu'on appelle la France-Afrique, puisque nous sommes dans la période de la France-Afrique. Vous voyez, si vous faites l'addition, ça fait 8 siècles. C'est 800 ans. Ça fait 800 ans que la France est présente en Afrique. 800. Pendant cette présence, l'esclavage, c'était le commerce voilà, des Africains. C'était gratuit. Ils prenaient et puis ils vendaient. Ils ont fait fortune avec ça. Cette fortune-là devrait être encore au service de la France, à 4 siècles. Et puis la colonisation, c'était aussi gratuit. Ils prenaient le bois, les richesses de toutes sortes, et puis voilà. Personne ne leur réclamait. Bon, voilà. Pendant, voilà, 360 ans, ils ont fait ça. Donc, il y a là aussi de la fortune amassée. Hein? Voilà. Et puis nous sommes dans la France-Afrique. Et tout le monde connaît la France-Afrique aujourd'hui. Ah ouais, tous nos enfants connaissent la France-Afrique. On la vit, hein, la France-Afrique au quotidien, chaque jour. Là aussi, la France attire d'énormes bénéfices. Voilà. Donc, ça fait 8 siècles que la France tire d'énormes bénéfices de l'Afrique. Pendant 8 siècles. Gratuitement. S'il vous plaît. Ça, il faut ajouter ce mot-là, gratuitement. Donc, 8 siècles d'exploitation de l'Afrique francophone. Bon, la France devrait, en principe, être la première puissance, même, on peut dire, mondiale, hein, dans le développement industriel, économique, voilà, et militaire. La France pourrait être même au moins la première puissance économique de l'Europe. Hein, ça ne devait pas être l'Allemagne, puisque l'Allemagne n'a pas connu ça. L'Allemagne a fait un peu, était en Afrique, hein, en Namibie, au Cameroun et au Togo, je ne sais pas, ce sont les 3 pays. Pendant la Première Guerre mondiale, ils sont partis. Voilà, donc l'Allemagne n'a pas de colonies, hein, rien du tout, mais l'Allemagne s'est très bien débrouillée. Très bien débrouillée, et l'Allemagne s'en sort très bien. Hein, sans avoir des ressources, il n'y a pas de pétrole en Allemagne, il n'y a pas d'or en Allemagne, il n'y a pas de bois d'Afrique, il n'y a pas toutes ces richesses-là en Allemagne. Bon, malgré ça, l'Allemagne s'est développée, l'Allemagne c'est la première puissance européenne. On pourrait se poser la question, pourquoi, comment les Allemands ont fait? Voilà, mais la France a juste une frontière avec l'Allemagne, bon, la France aurait pu s'inspirer un peu de l'Allemagne. Avec l'argent que la France ramenait de l'Afrique, hein, elle aurait pu copier l'Allemagne et faire mieux que l'Allemagne. Bon, c'est pas le cas. La France n'est pas classée dans le monde et la France n'est pas bien classée non plus en Europe. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas une insulte, hein, c'est la réalité. Alors, donc, l'exploitation de l'Afrique n'a pas tellement rapporté grand-chose à la France parce que elle n'a pas su gérer tout l'argent exploité en Afrique. Elle n'a pas tout su gérer. Et pendant ce temps, quand même, l'Afrique grandissait, mûrissait, puisque les Houphouët-Boigny ne sont plus là. Vous savez qu'à l'époque des Houphouët-Boigny, la plus grande école en Côte d'Ivoire, c'était l'école primaire supérieure. Hein, ça se trouvait à Bergerville, pour ceux qui sont là au sud. Tu partais de là et tu es là à l'université à Dakar, l'école William Ponty, qui a formé des grands cadres de l'époque.
voyez? Et la Côte d'Ivoire, c'était à peu près 2 millions d'habitants. Hein, il n'y avait pas grand monde. Alors aujourd'hui, sur l'ensemble de l'Afrique, et principalement de l'Afrique francophone, ce sont des millions d'individus. Et les anciens présidents ne sont plus là. Hein? Aujourd'hui, dans nos villes, au village, regardez vous-même, il y a combien d'enfants qui ont le CP chaque année. En Côte d'Ivoire, dans les 14 pays de l'Afrique francophone, le certificat d'études primaires. À l'époque, c'était le bac qui les amenait à Dakar. Hein? Aujourd'hui, bon, c'est pas grand-chose. Le certificat d'études primaires, il y a combien d'enfants qui l'ont aujourd'hui dans la France-Afrique? Combien d'enfants ont le BPC aujourd'hui en Afrique francophone? Combien ont le bac? Combien sont à l'université? Combien sont sortis de l'université qui travaillent partout dans le monde? Ça se compte par millions. Donc, on pouvait dire certaines choses quand la Côte d'Ivoire avait 2 millions d'habitants et qu'on sortait de l'école primaire. Mais comment on peut aujourd'hui convaincre des gens qui savent lire et écrire et qui sont sur les réseaux sociaux, qui lisent les journaux, qui sont des hauts cadres dans tous les pays du monde? Comment on peut aujourd'hui encore faire comprendre à ces gens-là que la France-Afrique, c'est une bonne chose? Personne. Non, non, personne ne croirait à ça. Voilà. Personne ne croirait à ça. La France devait le savoir, parce que la France, c'est quand même un pays où il y a des savants, des intellectuels, qui devaient anticiper dans les prises de décisions. Alors, il se trouve que la France n'a pas fait son bilan. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Hein. En 2024, jusqu'à présent où je parle, la France n'a pas fait le bilan de sa présence en Afrique francophone. Aucun bilan. Aucun bilan. La France a toujours cru que nous étions là, nous sommes plutôt à l'époque des Houphouët-Boigny, ou bien à l'époque de l'esclavage. Aucun bilan n'a été fait jusqu'à présent pour eux parce que tout marche très bien. Quand tout marche très bien, on ne fait pas de bilan. Ah, pourtant, même les entreprises font des bilans chaque année pour voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché pour améliorer les choses. Mais pendant 8 siècles, croyez-moi, la France n'a pas fait le bilan de sa politique en Afrique. Vous voyez? Donc, elle ne peut pas s'adapter à la situation d'aujourd'hui. Elle est loin de la réalité. Mais comme la France ne le fait pas, ben les Africains ont dit, mais la France, nous, on va faire ton bilan politique. Oui, nous, on va faire ton bilan politique. C'est très facile. Comme ça, tu vas comprendre que s'il y a des mécontents aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas de leur faute, mais c'est de ta faute. C'est la faute de ton bilan. Alors, les Africains ont fait le bilan. Moi, je vais donner quelques exemples du bilan. Alors, nous sommes en Afrique, 54 pays africains. 54 pays africains, il y a des pays anglophones, il y a des pays francophones, et il y a des pays arabophones, et après, il y a des pays lusophones, Portugal, Mexique, Mozambique, Cap-Vert. Voilà. Dans tous ces pays-là, si tu cherches où se trouvent les meilleures écoles, les meilleures universités de toute l'Afrique, tu les trouves dans l'Afrique franco-anglophone, l'Afrique arabophone et lusophone. Les pays francophones ne sont pas classés. Alors, si tu cherches les pays les plus industrialisés en Afrique, eh bien, ce sont toujours les pays anglophones, les pays du Maghreb arabe et les pays lusophones. L'Afrique francophone n'est pas classée. Si tu cherches les plus grandes armées en Afrique, c'est toujours l'Afrique anglophone, pays arabo-africains et les pays lusophones, Angola, Mozambique. L'Afrique francophone n'est pas classée. Si tu trouves les pays qui ont les monnaies, leur propre banque centrale, c'est l'Afrique anglophone, arabophone, pays lusophone, pays... Il y a la Guinée équatoriale qui est espagnole, voilà, mais qui est dans la francophonie. Nous ne sommes pas classés du tout. Ou dans quel pays en Afrique on trouve le plus grand nombre de milliardaires? Là encore, ce sont des pays anglophones. On en trouve plein en Afrique du Sud, le Nigeria même en tête, en Afrique du Sud, et après en Égypte, et en Angola, et au Mozambique. Les pays francophones ne sont pas classés. Vous voyez bien? Si on passe en revue ce bilan-là, on peut aller plus loin encore. Hein? Mais si on passe en revue ce bilan-là, vous voyez bien vous-même que
Il y a d'ailleurs, même avant de venir, il y a un monsieur qui connaît très bien les pays anglophones pour y avoir vécu, qui disait que moi j'ai vécu dans un pays anglophone en Afrique, j'ai jamais vu la visite des rois d'Angleterre, des premiers ministres, tout ça sur 50, 10 ans, rien du tout. C'est-à-dire, les anglophones, ils vont même pas dans leurs anciennes colonies. D'ailleurs, pour y faire quoi? Mais allez-y en Côte d'Ivoire. Le lundi, c'est le président de la République, c'est le président de la France qui arrive. Après, le mardi, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le Premier ministre, c'est le ministre de l'Économie. Et après, c'est le ministre de la Défense. Ils sont présents dans notre vie quotidienne, politique, économique, tout le temps. Mais on ne se développe pas. Quand on fait le bilan de la présence française dans l'Afrique francophone, on ne trouve absolument rien. Voilà la réalité. Ça, c'est pas offenser quelqu'un, c'est pas offenser un pays, c'est une réalité. J'ai encore un ami anglophone qui est ghanéen qui m'a dit, non, 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 faire une université française et aller travailler au Ghana, c'est pas bien coté. Voilà, c'est pas bien coté pour toi. Parce que les universités anglophones sont solides, sont beaucoup plus solides que les écoles et les universités francophones. Vous voyez bien. Donc, si on fait le bilan de la France, on peut dire que la France est négative. Pour ne pas dire qu'elle a été négative dans l'Afrique francophone. Et aujourd'hui, cela révolte toute la jeunesse africaine. Ça révolte tous les Africains. Dans leur ensemble, ça les révolte. Comment on peut coopérer avec ce pays-là et puis espérer évoluer un jour, se développer, s'industrialiser? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Le Burkina Faso, dans l'AES, a quitté la France-Afrique, a déchiré l'accord colonial, ils ont jeté à la poubelle. Le Burkina Faso est en train de construire une centrale nucléaire pour produire l'électricité du Burkina Faso. Ça, la France ne peut pas le faire. Hein. Ah non, jamais. Si tu demandes une centrale nucléaire à la France, dans ton pays, non, 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 jamais. Ah oui, oui, il faut que tu restes comme ça. Ah non, non, non. Ça les arrange. Vous voyez? Ah, au Burkina Faso, on fabrique les pneus des voitures. Avec la production des VR de Côte d'Ivoire, on fabrique des pneus au Burkina Faso. La tomate au Burkina Faso, maintenant on fait la tomate concentrée que vous allez trouver sur le marché ivoirien. C'est comme ça l'industrialisation des pays commence. Et pourquoi ça commence? C'est parce que le Burkina Faso est sorti tout simplement de la France-Afrique. Voilà, c'est tout. C'est pour dire qu'on n'évolue pas dans la France-Afrique, on évolue progressivement et mieux sans la France-Afrique. La preuve est là, le Burkina Faso. Et le Mali fait du même. Le Mali vient de signer un contrat avec Rosatom, la société russe des centrales nucléaires, pour construire une centrale nucléaire au Mali. Eh oui, tout ça, c'est pas possible avec la France. Ce sont des réalités, je ne critique pas. Ce sont des réalités, parce qu'il y a des Français qui me regarderaient, qui diraient, non, ce monsieur, il est ivoiro-français, mais voilà, il critique la France. Mais non, ce sont des conseils que je donne à la France, en réalité, en disant cela. Parce que tous les Africains pensent pareil aujourd'hui. On n'évolue pas avec la France. Et voilà, aujourd'hui, les pays progressivement commencent à sortir. Ça se manifeste au Sénégal, au Tchad. Bientôt, je vous assure, en moins de 5 ans, je pourrais dire que beaucoup de pays vont quitter la France-Afrique. Parce qu'ils vont tous comprendre qu'on ne fait rien avec la France-Afrique. Alors, quelqu'un qui m'appelle. Alors, vous imaginez, il y a 4 pays en moins déjà dans la France-Afrique. C'est-à-dire, ces 4 pays-là n'envoient plus leur or à la Banque de France. C'est ça qui faisait le stock de la France qui était à 3000 et quelques tonnes. Aujourd'hui, on a 2400 tonnes parce que, bon, ils ont vendu un peu parce qu'il n'y a pas assez d'argent maintenant en France. Donc, il faut vendre un tout petit peu. C'est l'or du Togo, l'or de la Côte d'Ivoire, c'est l'or du Gabon, du Tchad. Tout ça versé à la Banque de France. Voilà. Nos produits d'exportation, vous le savez tous, c'est vendu en devises étrangères. Et ces devises-là sont versées au trésor français. Les devises, les dollars, les livres sterling, les euros, tout ça sont versés à la Banque de France. Et la Banque de France nous retourne les CFA, à moitié d'ailleurs. Vous voyez? Donc, ces 4 pays-là n'apportent plus, en quelque sorte, leur soutien au développement de la France. Ça fait des milliards à moins. C'est un manque à gagner colossal. Ce manque à gagner colossal, il faut le trouver. Ah oui, l'argent qui venait du Mali n'arrive plus. Mais où tu vas trouver l'argent qui venait du Mali pour combler le déficit en France? L'argent qui venait du Burkina Faso n'arrive plus.
L'uranium n'arrive plus. Le Niger aujourd'hui, c'est à peu près 200 000 barils de pétrole par jour. C'était considéré comme des pays pauvres. Tout ça, la recette de tout ça n'arrive plus au trésor. Mais c'est un manque à gagner. Il faut le trouver. Pour le trouver, il faut s'endetter. Et la France s'endette. Alors, le fait que nous ayons compris qu'on ne pouvait pas faire grand-chose à la France accuse la Russie. La France dit, mais c'est la Russie qui a éveillé les gens, voilà, ils ne savaient rien du tout, ils étaient abrutis, et puis la Russie est arrivée, et ah ben c'est Kémy Séba, c'est lui, voilà, c'est Franck Yamsi, ah c'est Nathalie Yamb, ben ouais c'est moi Lambert Despieds, voilà, c'est nous qui éveillons les Africains à prendre conscience qu'ils ne doivent plus coopérer avec la France, mais plutôt avec la Russie, parce qu'on se développe mieux, voilà. C'est comme ça la France aujourd'hui réfléchit, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui aux Français, que oui, c'est la Russie qui nous appauvrit en Afrique, c'est pour ça que nous avons des problèmes en France. Hein? Le ministre de Machin l'a dit, de la Défense. Voilà, c'est ce que la France fait croire aujourd'hui. Pourtant, la Russie a toujours été un bon allié de l'Afrique, depuis très longtemps. Mais la Russie a toujours été présente quand les pays ont besoin, c'est à l'époque de l'Union soviétique, ces pays-là ont besoin de l'Union soviétique pour les aider à faire les guerres de l'indépendance. C'est-à-dire pour lutter pour leur indépendance, la Russie a toujours été là. Mais on ne connaît pas dans l'histoire de la Russie, hein, avoir déclaré une guerre dans un pays pour un puits de pétrole, un puits de gaz, pour de l'or, pour des diamants. Non, pas du tout. L'Union soviétique, comme la Russie, n'a jamais déclaré une guerre dans le monde pour ces richesses-là. Et pourquoi? Parce que la Russie en a en quantité. Voilà, la Russie n'en a pas besoin. Voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas connue dans nos pays comme voilà, pays à la conquête ou bien à la recherche d'une quelconque richesse pour la Russie. Non, la Russie a toutes les richesses pour vivre longtemps. Et d'ailleurs, le territoire est tellement vaste, il n'est même pas encore exploité. Donc, il y a encore d'autres richesses à trouver. Donc, la Russie ne vient pas en Afrique pour chercher de l'argent. Non, la Russie vient en Afrique pour aider les Africains à avoir leur indépendance, à avoir leur monnaie, à s'industrialiser, construire des centrales nucléaires pour avoir l'électricité. Et tout ça, ça c'est l'objectif de la Russie. Donc nous connaissons la Russie, c'est pas un pays qui est gourmand, avec lequel nous avons des accords quelconques pour nous épuiser et financièrement et politiquement. Non, pas du tout. Voilà, c'est pas ça. C'est la France qui fait croire cela aux Français. Et pourtant, la Russie n'a jamais été un ennemi de la France. Pas du tout. Mais bon, dans ces derniers temps, on nous dit que la Russie a toujours été un ennemi de la France. Bon, c'est mal vu, hein, mais bon, voilà, c'est ça qui passe aujourd'hui ici. C'est faux tout ça. Ce sont les Africains, au contraire, qui vont vers la Russie, qui ont compris, qui se disent, bon, la Russie peut nous donner un coup de main. C'est tout. C'est pas la Russie. Et puis, si la France a un procès à faire, elle doit se faire un procès. On a fait 8 siècles en Afrique. Est-ce qu'on a fait le bilan de notre présence en Afrique? Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que les peuples sont satisfaits de notre présence, de notre politique en Afrique? Est-ce qu'on a industrialisé les pays où nous sommes passés, ou bien où nous sommes? Et si ces pays-là, les gens ont des écoles, ont des universités? Est-ce que ces pays-là ont de la santé? La France peut faire ce bilan-là. Mais il se trouve que ce sont les Africains qui font ce bilan et qui retournent ce bilan-là à la France. Et la France aujourd'hui se plaint. Pourtant, nous autres avons dit à la France que faire attention parce que la jeunesse africaine est mûre. Elle n'est plus là pour écouter les mensonges. On ne peut plus la tromper, la jeunesse africaine. Pour ne même pas dire tous les Africains, on ne peut plus les tromper. C'est fini ça. Oui, parce qu'on les effrayait, mais maintenant on ne peut plus les effrayer. C'est terminé. Les cyberactivistes, les politiciens qui aiment très bien la France, on dit cela à la France. Mais bien évidemment, c'est pas moi, Lambert Despieds, qu'il faut écouter pour régler la politique de la France. Non, ils ont dit, ben, ça c'est un petit, il ne connaît rien du tout, pourquoi l'écouter? Voilà, la France n'a écouté personne pendant 8 siècles. Et aujourd'hui, les gens ont mûri, ils ont compris, ils veulent passer à une autre politique et la France se plaint. Je dis à la France que on ne peut plus effrayer quelqu'un en Afrique. Hein. C'est une information, ne dites pas que je... Voilà, c'est une information. Vous ne pouvez plus effrayer quelqu'un en Afrique. C'est fini. Surtout dans l'Afrique francophone. Personne n'a plus peur de la France. Personne.
Donc, on aurait voulu que vous trouviez une autre méthode, mais il est trop tard. Oui, c'est trop tard, c'est pas maintenant. Même si vous donnez de l'argent à tout le monde, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus rattraper ce que vous aurez dû faire depuis trop longtemps pour que la France soit en harmonie avec l'Afrique francophone. C'est vraiment trop tard. Sincèrement, je vous dis sincèrement, c'est trop tard. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant d'arriver à ce qu'il faut faire, d'abord même, qui est responsable de tout ça? Bah, en fin de compte, c'est pas compliqué. Hein? Qui est responsable de tout ça? Ben, c'est De Gaulle qui est responsable de tout ça. Voilà. Le général De Gaulle, croyant rendre service à la France, a créé ce qu'on appelle la France-Afrique. De son bureau, il a écrit sur un papier, voilà, vous êtes indépendant, mais vous ne l'êtes pas. Voilà, vous êtes sur une terre qui appartient à la France. C'est tout. C'est dans les accords coloniaux. Et cet accord colonial, vous pouvez le voir sur Google, vous tapez accord colonial, ça va sortir. Je crois qu'il y a 13 articles. Si vous lisez les premiers articles, le deuxième, le troisième, si vous avez le courage, vous pouvez avancer. Voilà, c'est horrible comme accord. Voilà, tout appartient à la France. Vous devez parler français. La terre appartient, l'eau appartient à la France, les poissons, tout ça, l'or, le diamant, ça appartient à la France. Tout ça, c'est écrit dans l'accord colonial. Vous voyez? Voilà, vous n'aurez pas d'autres monnaies, vous n'aurez pas de banque centrale. On va vous faire une monnaie. Tout ça, ça est dans l'accord colonial. Vous voyez ça? Voilà, c'était ça, De Gaulle a fait, il a dit ça, et ça a marché parce qu'il a mis Jacques Foccart, il a dit Jacques Foccart surveille l'application de cet accord. Et Jacques Foccart a terrorisé nos dirigeants politiques. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Dans la peur, nos dirigeants ont croisé les bras et ils ont pratiquement tout cédé à la France. Et nous, les peuples, on ne comprenait rien de leur politique, de leur façon de faire. On disait, mais il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, augmenter les salaires. Mais eux, ils voyaient la réalité qu'ils ne voulaient pas nous dire. Et c'est eux-mêmes qui nous chicotaient, qui nous frappaient, qui nous mettaient en prison. Parce qu'on les mettait en danger dans nos revendications. Vous voyez, nos chefs d'État avaient peur. Et d'ailleurs, même ceux qui sont encore au pouvoir aujourd'hui sont dans cette peur. C'est les peuples qui ne sont plus dans la peur. Mais les dirigeants actuels sont encore dans la peur. Vous voyez, de l'accord colonial que De Gaulle a mis en place. Alors De Gaulle, il a fait ça, ça a rapporté beaucoup d'argent à la France. Bah oui, les devises étrangères versées sur le compte du Trésor français, ah c'était gratuit. L'or, comme je l'ai dit, versé à la Banque de France, c'est gratuit. Il n'y a pas de retour. Hein? Toutes nos richesses à la disposition de la France pour donner un coup de main, c'était gratuit. La France a vécu avec cela depuis 1960 jusqu'à ce jour. Donc, De Gaulle a pensé à ça. Il a vraiment... Il y a certains même qui disent, mais De Gaulle, c'est un génie. Il trouve un truc comme ça pour avoir de l'argent. Mais c'est incroyable. Il est formidable, ce monsieur. Mais en réalité, De Gaulle ne rendait pas service à la France. Oui, il n'a pas rendu service à la France avec cet accord colonial. Parce qu'il a vécu dans l'opulence, il y avait beaucoup d'argent qui arrivait tout le temps. Voilà, il vivait tranquille, il n'avait pas de soucis. Voilà. Donc, De Gaulle étant dans le bonheur presque parfait, les Français ont ignoré, plutôt oublié beaucoup de choses. Aujourd'hui, en France, pendant le Covid, par exemple, la France n'a même pas pu fabriquer un vaccin. Là où le Cuba, on dit pays pauvre, machin, a trouvé son vaccin. La France n'a pas pu trouver un vaccin. Et pourquoi? Il manquait des cadres, il manquait des ingénieurs, il manquait des chimistes, il manquait qui? Mais la France n'a pas réussi. En France, cherchez. Il n'y a pas un téléphone portable fabriqué made in France. Je ne sais pas si ça existe. Hein. Si quelqu'un sait que ça existe, de me laisser un mot. Il n'y en a pas. Mais pourquoi? La France ne peut pas fabriquer une moto. Comme en Allemagne, comme en Italie, des pays dans des marques de motos. La France ne peut pas. Pourquoi? La France ne peut pas faire un appareil photo. Mais pourquoi? Mais parce que vivant dans l'opulence de l'argent qui venait facilement de l'Afrique, qui tombait sur le compte du trésor public français, les gens ont oublié d'investir dans l'intelligence, dans l'innovation.
Pendant ce temps, l'Allemagne, qui n'avait pas de ressources, investissait dans l'école, l'apprentissage. Et aujourd'hui, quand vous voyez des marques de voitures comme Mercedes ou Audi, ces marques-là n'ont pas peur de la concurrence. Parce que c'est du travail bien fait. Bien fait par qui? Par les enfants formés par l'Allemagne. Mais la France n'a pas fait ça. À cause de l'accord colonial qui les faisait vivre dans l'argent comme ça qui venait de l'Afrique facilement. On avait de quoi, de l'argent pour financer tous les projets. De Gaulle croyait rendre service à la France, mais en réalité, il a affaibli la France. Et aujourd'hui, les Africains qui fournissaient, parce que Matou, à la France, commence à désister, commence à réfléchir, commence à méditer, il recule. Et la France dit, faisons la guerre à la Russie, en Ukraine, pour chasser la Russie de l'Afrique. Voici son projet qu'il fait croire à la Français. Oui, c'est vital. La victoire de la Russie en Ukraine, c'est vital pour la France. Et aucun Français ne comprend les liens. Le lien qu'il y a entre la guerre en Ukraine et la survie de la France. Pourtant, la survie de la France, en réalité, c'est vers l'Afrique. Mais la France croit chasser la Russie de l'Afrique en faisant la guerre à l'Ukraine, voilà, indirectement à la Russie en Ukraine. Donc, le responsable de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, de la faillite économique et politique que nous voyons aujourd'hui, c'est le général de Gaulle, qui a cru trouver une idée géniale pour fournir l'argent à la France. Et cet argent a rendu paresseux les Français. Ils n'ont pas créé, ils n'ont pas innové, rien du tout. Aujourd'hui, Macron qui est au pouvoir, quand il vous propose quelque chose, c'est pour dire, oui, il y a les lélés, les oubis en Côte d'Ivoire, ne les touchez pas, voilà la politique de développement actuelle de la France. C'est ce qu'on peut retenir de lui. Vous voyez ça? Bon, qu'est-ce que ça apporte à la France en réalité? Rien du tout. La France a 3 000 milliards de crédits. Comment la France va rembourser les 3 000 milliards de crédits? Nous, on vit en France. Ah oui, nous, on vit en France. On a besoin, on veut que la France soit riche, soit solide. Ah ben bien sûr. Mais pourquoi souhaiter malheur à la France? On ne souhaite pas de malheur à la France, c'est la réalité. La France n'a pas réfléchi, la France n'a pas innové parce qu'il y avait trop d'argent qui venait de l'Afrique. Aujourd'hui, la réalité rattrape la France. C'est une catastrophe. Alors, moi qui ai vécu depuis très longtemps en France, je dis, moi j'aime bien la France et j'aime bien les Français. Ils sont en Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. On a été à l'école avec eux. Nous, notre génération, c'était des professeurs français dans les collèges et tout ça. Donc, on a connu des Français. On les a toujours trouvés pacifiques. C'est des gens naturellement pacifiques. C'est dans ces derniers temps, et avec leur entrée dans l'OTAN, que la France est maintenant bousculée. Elle est dans toutes les guerres du monde. Voilà, sinon, depuis De Gaulle jusqu'à Sarkozy, la France vivait tranquillement. Vous voyez? Alors moi, je connais les Français, je les aime bien. Moi, je lui dis, chers Français, votre pays, personne ne pourra redresser la France. Personne. Ah oui, je ne suis pas un astrologue, mais moi, c'est la réalité. Ah oui, moi, je sais que les richesses de l'Afrique ne viendront plus en France les années à venir, ça va baisser. Les pays vont se retirer progressivement, et la France va tomber en faillite. Rien qu'avec ça, la France va tomber en faillite. Parce que nous savons tous en Afrique que la gestion de la France-Afrique fait partie de la politique de la France. La gestion de la France-Afrique. Ah oui. C'est une grande politique. Il ne faut pas jouer avec ça en France. Eh bien, c'est fini. Les pays s'y retirent doucement. Et qui retire ce pays? Eh bien, ce sont les enfants du pays qui retirent ces pays-là de la France-Afrique. Ce ne sont pas les dirigeants. Ce n'est pas M. Ouattara et compagnie. Non. Donc voilà la réalité qui est là aujourd'hui. Voilà, la France ne pourra pas être redressée. Non pas, il n'y a pas de magie, il n'y a pas un savant, un économiste qui pourrait redresser la France. La France risque de tomber comme l'Espagne. Vous voyez, l'Espagne a perdu ses colonies en Amérique du Sud. Mais l'Espagne a souffert. Aujourd'hui, l'Espagne s'est stabilisée. L'Espagne ne compte plus sur ses colonies, qui n'existent plus. L'Espagne s'est stabilisée. Le Portugal s'est stabilisé. Parce que ces gens-là n'avaient pas d'autres ressources. Ils ont compté sur eux-mêmes. C'est maintenant la France va compter sur elle-même. Parce qu'elle va perdre les ressources qui viennent de l'Afrique. Alors, je dis aux Français
que moi, bientôt, je suis à la retraite maintenant. Hein, ben, je vais rentrer en Afrique. Hein, voilà. Hein. Tous les Français qui veulent aller en Afrique, et surtout en Côte d'Ivoire, je dis, je les invite. Ah oui, 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 oui. Je vous invite, parce que la France doit tomber en faillite. Ah oui. Vous avez des appartements, vous avez des maisons, vous avez des métiers, vous êtes plombier, vous êtes cordonnier, vous êtes électricien en bâtiment. Je dis, il y a votre place en Côte d'Ivoire. Moi, en tant que citoyen double nationalité, je dis, je vous invite en Côte d'Ivoire. Quand je partirai, je vous dirai, quand je serai en Côte d'Ivoire, je vous appellerai pour venir investir en Côte d'Ivoire, pour rester même en Côte d'Ivoire. Si vous avez des appartements qui coûtent 300 000, ou bien des pavillons qui font 500 000, vous savez combien ça fait ça en Afrique? Avec 300 000, vous achetez une belle maison, vous avez 200 000 pour construire un bar, hôtel et restaurant. Vous allez vous enrichir au bout de 5 ans. Et vous pouvez même revenir en France encore très riche. Parce que les années à venir ici ne sont pas formidables. Vos maisons vont perdre la valeur. Moi, je vous invite en Côte d'Ivoire. Quand je serai là-bas, parce que en 2025, il y a une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et pour l'instant, à la tête du pays, c'est un France-Africain, c'est-à-dire quelqu'un que la France a installé pour surveiller son trésor ivoirien. Donc, quand la France a un candidat chez nous, ça débouche toujours sur la guerre. Parce qu'il y a le choix des nationaux, et puis il y a le choix de la France-Afrique. Ça crée toujours des étincelles. Donc, en 2025, il va y avoir des étincelles à Côte d'Ivoire. Là, ce n'est pas de la magie, hein. Ce n'est pas le maraboutage non plus, ce n'est pas de l'astrologie. Mais parce que la France a choisi son candidat, c'est M. Thiam ou c'est M. Ouattara. Pour l'instant, M. Thiam et Ouattara sont en train de se regarder parce que le choix définitif de la France peut-être n'est pas encore connu. Mais je vous assure que pour le choix, la France a Thiam et Ouattara. Et pour que ces deux candidats-là gagnent aux élections présidentielles à Côte d'Ivoire, il faut éliminer un autre. C'est M. Gbagbo, le président Gbagbo. Voilà, c'est l'homme qui gagne au premier tour. Parce que tous les Ivoiriens sont fatigués. Et que l'espoir de la Côte d'Ivoire, c'est le président Gbagbo. Et la France le sait. Donc ça va déboucher sur un conflit parce que ce président Gbagbo est exclu pour l'instant de cette compétition. Par la volonté de la France, puisque c'est la France qui dirige la France-Afrique, je le dis. Donc si la France dit ne mettez pas Gbagbo sur la liste, il n'est pas sur la liste. Si la France dit demain mettez Gbagbo sur la liste, il est sur la liste. Tout se passera bien. Pour l'instant, la France a dit non. Donc nous sommes là. Et les Africains, les Ivoiriens n'accepteront pas que le président Gbagbo soit exclu. Donc voilà le futur conflit qui va venir. C'est pour ça que je vous invite, chers Françaises et chers Français, en Côte d'Ivoire à venir avec moi. Je ne blague pas. Si je suis en Côte d'Ivoire, demain les choses se passent bien. Le président Gbagbo est candidat. Il est élu. Je vous dis, je vous fais appel pour venir investir à Côte d'Ivoire. Massivement. Mais pour l'instant, n'y allez pas. Parce qu'il y a 2025, il y a beaucoup d'incertitudes. Voilà ce que je voulais vous dire. Si la France est tombée en faillite, c'est parce qu'elle n'a pas su faire le bilan de sa présence en Afrique. Et les Africains ont fait le bilan de la France en Afrique. Il est négatif. C'est pour ça qu'ils se retirent de la coopération avec la France. Si la France est en faillite, c'est aussi à cause de De Gaulle qui a créé l'accord colonial, qui croyait enrichir la France pour l'éternité. Non, c'est faux. Aujourd'hui, la France, à cause de l'opulence, comme je l'ai dit, n'a pas pensé à créer des universités, à créer des sciences scientifiques pour inventer, pour créer, pour être dans la compétition dans le monde entier. La France n'a pas fait cela parce qu'elle a cru que voilà, l'Afrique allait toujours fournir la richesse pour son développement. Ce n'est plus le cas. Voilà, si on veut faire des reproches aujourd'hui à quelqu'un en Afrique, c'est la France elle-même qui est responsable de sa chute en Afrique. Ce n'est pas les Africains, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas Kémy Séba, ce n'est pas Franklin Napsi, ce n'est pas Nathalie Yam, ce n'est pas tous les cyberactivistes qui ont d'ailleurs été de bons conseillers pour la France, ce n'est pas eux. La France doit faire son procès, mais il est trop tard. Je vous remercie.